Alors voilà, 19e épisode. Je suis toujours surpris, le terme arrête plus vite qu'avant, là, parce que je fais juste 2 mesures au lieu de 4. C'est une longue histoire qui est pas si intéressante, mais voilà. 19e épisode de Balado. Mathieu Bellil! Bonjour Fred. On vous retrouve. On vous avait pas Avec entendu plaisir. depuis l'épisode avant Noël. Avant Noël, c'est ça. Avec Je me Savanas fais rare. et l'humour éthique, Mais oui. c'est un grand plaisir de vous Vous êtes retrouver. très occupé. Ouais, mais ça me fait du bien. Je vais être franc avec vous. Je suis occupé, mais j'ai le temps de faire des siestes. Oui. Et comme j'en ai fait une juste avant de venir ici. Ça, c'est un luxe que je Et- n'ai plus. Ouais, mais sans blague, comment dire, régénérateur. Il paraît? Alors, j'ai pas de tant gros projet que ça. Moi, je Ça me fait du bien. régénère avec de l'espresso. C'est pour ça aussi que je peux pas faire de sieste. Alex Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de l'essai Les Déchirures. C'est de ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai invité Mathieu en Oui. tant que lecteur, essayiste, Oui, éditeur. oui aussi. Alors, c'est un nouveau chapeau. Tous ces regards sur un essai qui est... En fait, j'aurais dû vous inviter avant. Mais pour toutes sortes de raisons qui ne vous appartiennent pas, ça a tardé plus que j'aurais dû. Est-ce que C'est votre je quatrième essai? Je dirais quatrième ouvrage, Ok. 2 essais, c'est-à-dire 2 ouvrages que je considère comme des essais au sens le plus strict du mot. Oui. J'ai fait paraître aussi des ouvrages savants qui ne sont pas des essais à proprement parler, mais qui émanent de mes recherches universitaires parce que je suis d'abord un universitaire. Oui. Donc, c'est Dans quel domaine? j'ai fait un doctorat en études littéraires, plusieurs post-doctorats après. Ah ouais, et là, plusieurs. Ouais. Wow. et Ok. un doctorat en histoire en cours présentement. Ah ouais. Donc, Je suis un témoin lointain parce que je connais un petit peu Alex depuis quelques années. Je suis avec beaucoup d'intérêt ses travaux, notamment sur, je pense, les tout débuts de la littérature québécoise avec un des tout premiers romans, hein, dans Mhm. la même année que L'influence d'un livre. Le titre, c'est quoi donc? Les révélations du crime. Ah, c'est ça, mais ça, c'est fascinant. Puis, un magnifique livre sur la grandeur, la question de la grandeur, de l'héroïsme dans la culture québécoise. Exact. C'est bien ça. C'est ça. Ouais, il faut le dire, c'est un chercheur de grande qualité. Bon, mais je suis content qu'il Je soit... suis content d'être ici. Merci pour ouais. l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Le déclic pour écrire, pour décider d'analyser le discours des polémiques dans l'univers médiatique et public au Québec, il vient d'où? C'est une bonne question, en fait. Bon, c'est sûr que je veux dire, tous mes travaux portent sur le discours depuis les débuts de ma formation. Donc, c'est sûr que c'est une question qui m'avait déjà interpellé par le passé. Par ailleurs, vous l'avez dit tantôt, là, je travaille généralement sur les imaginaires sociaux, les systèmes de représentation du monde, par l'entremise desquels les membres d'une collectivité perçoivent l'univers qui les entoure. Bon, c'est souvent abordé à partir de corpus littéraires, mais ça reste une question souvent un peu abstraite. Ouais. Puis, l'un des déclics qui peut être au fondement du livre, c'est que je voulais essayer de voir quel impact ça pouvait avoir concrètement, Oui, ça, dans des contextes très concrets. c'est pas juste des abstractions, là, Non, ça a des exactement. répercussions dans la vraie C'est vie. ça. La façon dont la façon dont ça structure les polémiques, la façon dont ça empêche aussi les discussions, Ouais. la manière dont les adversaires d'un débat se représentent eux-mêmes, publiant l'image qu'ils donnent. Ouais. Donc, tu sais, il y a un imaginaire qui est mobilisé dans les polémiques, puis Ouais. qui a un impact direct sur le déroulement même des échanges verbaux. Puis, en fait, c'est un peu ça l'idée, c'était d'essayer de voir concrètement de quelle façon ça peut se manifester, ça, dans... Vous analysez donc le discours. Vous dites, en fait, on le fait pas assez souvent. Un peu d'intellectuels. En fait, on remet en question le monde intellectuel. Ça, c'est une citation de Pierre Bourdieu. Exact. Vous pouvez vous la prendre à bras-le-corps, cette citation-là? Vous êtes assez d'accord? Oui, c'est le fondement même de la démarche du livre, c'est Oui. un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, d'essayer de réfléchir sur le monde intellectuel dans lequel nous sommes pris, et dans lequel je suis moi-même pris d'ailleurs comme intellectuel par ailleurs. Oui. Alors, ça exigeait un travail de prise de distance, pas seulement par rapport au discours, mais par rapport à moi-même puis aux positions Ouais. auxquelles je pouvais me sentir adhérer à certains moments. Ouais. Donc, il y a ça aussi, cette démarche autocritique dans le livre. Ouais. Vous parlez de défaire l'automatisme de nos attitudes argumentaires. Vous avez l'impression que c'est un problème, ça? Ça, c'est une bonne question parce que, je pense qu'il y a peu de gens, sans doute, qui pourraient juger que c'est une chose positive en soi. Ouais. Par contre, je ne suis pas non plus de ceux qui feraient d'une sorte de célébration un peu facile du dialogue, Ouais. les vertus. On est là-dedans, cela dit. Moi, je trouve. Tu sais, le mot dialogue dans les grands médias, oui, c'est ça. souvent, Oui. ça va excuser l'idée d'inviter toutes sortes de personnes.
c'est toujours au nom du dialogue, parce qu'on a l'impression que quand toutes les idées s'entrechoquent, de ça va jaillir la lumière. Exact, jaillit nécessairement quelque chose. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, d'une part. Ouais. Puis d'autre part, je pense que ça repose souvent sur une sorte j'allais dire un mensonge, le mot est un peu fort, mais une sorte de déni peut-être aussi. Toute la tradition rhétorique, philosophique repose sur l'idée que, bon, le dialogue rationnel, les vertus du dialogue rationnel, les gens débattent pour argumenter. Mais je pense que c'est faux, en fait. Les gens ne veulent pas débattre, à vrai dire. Les gens veulent affirmer leur position. Ouais. Et je suis pas en train de dire que c'est un mal. En fait, je pense même que, bon, on peut penser que le dialogue est une chose positive et il y a certainement place à l'amélioration, sinon j'aurais pas écrit le livre. Non. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'impossible là-dedans, puis dont il faut juste tout simplement prendre conscience aussi pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on participe à un débat. C'est un peu ça, au fond. Est-ce que c'est Pierre Bourdieu qui vous a un peu... Parce que là, je vais déconstruire un peu le travail d'édition de votre livre, parce que je vais tout de suite parler de la fin. Oui. Parce que c'est drôle, pendant que je lisais le livre, il faut comprendre qu'il est structuré, vous analysez soit des polémistes ou des polémiques qui sont apparus dans les médias. Vous parlez de Mathieu Bock-Côté, on va y revenir, de Richard Martineau et du ton en général des chroniques au Journal de Montréal. Vous parlez de ce qui est arrivé avec Verouchka, lieutenant Duval, et aussi d'une autre polémique sur un manifeste... c'est ça, paru dans le contre devoir, le dogmatisme universitaire. Mais à la fin... C'est là que j'ai fait « Oh, OK, là, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose avec ce livre-là. Il faut que je l'invite. » Parce que là, vous parlez de votre parcours intellectuel, entre autres au cégep. C'est là que vous avez commencé à lire plus assidûment. Et là, vous rencontrez la pensée de Pierre Bourdieu. Ça s'est fait plus tard. La pensée de Pierre Bourdieu, ça s'est fait plus tard, mais ça m'a aidé, et c'est un peu ce que j'explique au début du dernier texte, ça m'a aidé à mieux comprendre des phénomènes, au fond. Oui, parce que vous dites au cégep, j'étais de gauche parce qu'il fallait un peu l'être. Il y avait une noblesse derrière ça. Puis... Du moins dans mon propre cercle. Oui, mais je pense que vous n'êtes pas... Dans mon propre cercle, mais cela dit... ça, à l'époque. Cela dit, effectivement... On parle des années quoi, 2000, 90-2000? Début 2000, ouais. En ce qui me concerne, début 2000. Mais là, vous questionnez à savoir, est-ce qu'on est de gauche parce qu'on est du bon côté? Et là, il y a toute une réflexion qui s'enclenche et Bourdieu va un peu venir vous aider à faire le tri dans le temps. C'est ça. Vous le découvrez, en tout cas, c'est ce que vous dites dans votre essai, c'est son essai La Distinction. Oui, qui a été, sans doute le texte qui a eu le plus d'impact. Probablement son ouvrage, son maître ouvrage, du moins selon beaucoup de ses commentateurs. Ouais. Donc, c'est le texte qui me sert de point de départ, effectivement, pour le dernier des essais. Ouais. Au fond, l'idée que j'essaie d'avancer, puis que Bourdieu m'a fourni les outils nécessaires pour parvenir à la pensée. L'idée, c'est que prendre position dans un débat, c'est d'abord une façon, donc, de se donner à soi-même une identité sociale, en fait. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que nous avons tous et toutes une cartographie mentale de notre société et qu'on se représente mentalement comme étant un ensemble de positions différentes. Il existe, par exemple, les artistes, les gauchistes, les féministes, les conservateurs, les progressistes. Bref, ce sont tous des étiquettes que nous avons dans nos esprits qui nous servent à cartographier notre propre univers social. Or, nous nous positionnons nous-mêmes dans cet univers social de façon en contraste avec d'autres étiquettes qu'on rejette, dont on se distingue, etc. Selon l'idée qu'on s'en fait, c'est très subjectif tout ça. Là. Chez Bourdieu, effectivement, les structures du monde social sont intériorisées par les individus, mais cela dit, effectivement, la perception qu'ils s'en font est forcément subjective et dépend de la position qu'eux-mêmes occupent dans ces jeux de... Ça veut dire ça qu'il y a des gens, par exemple, je donne un exemple, mettons quelqu'un qui se dirait de gauche. Il y a des auteurs qu'il ne faut pas lire ou dont il ne faut pas parler. Il y en a d'autres dont il faut se revendiquer. Il y a des causes sur lesquelles il faut répondre et intervenir, d'autres qu'il faut plutôt passer sous silence. C'est un peu ce que vous dites? C'est comme on fait des calculs. Mais est-ce que c'est seulement à gauche? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est un exemple. Et au fond, je pense que c'est un peu mon... Je parle à nos auditeurs. Non, mais c'est drôle, Mathieu, parce que... C'est de droite. François Cardinal a parlé de votre essai dans son carnet. De l'éditeur. Et il disait un peu cet exemple-là, mais on sentait que c'était, les gens de gauche, c'est ça. Ils sont dans l'identité beaucoup, puis nous, on est plus dans le dialogue. Ben, c'est ça qui est intéressant, aller au-delà des étiquettes, parce qu'on ne sait pas trop vous loger, Alex Gagnon, dans cet essai-là. Ça a dû déstabiliser les lecteurs. Ben, je savais pas trop mais on disait au début, Alex, vous me direz si je vais trop loin, mais vous dites que ça a été quand même étonnant à la sortie de votre essai qu'il y a eu peu d'écho médiatique. Et c'est vrai. Et moi, quand je l'ai reçu, j'étais sûr
Ben oui, alors que ce sont des sujets qui ont Pourquoi, tout... selon vous? Écoutez, j'ai pas de réponse à cette question-là, mais une des hypothèses... Mathieu, il fait des Ben, moi, il bouge des yeux. Vas-y, allez-y, Alex, là, c'est votre livre quand même. Une des hypothèses, mais là, bon, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais bon, c'est sûr qu'en tant que littéraire, la question de la réception nous intéresse aussi. Ben oui. Puis, qu'est-ce qui fait qu'un texte est reçu ou mal reçu Ouais. ou pas reçu Oui, du tout, c'est ça. en fait? Parce que C'est là, pire. une réception zéro ou une absence de réception, C'est peut-être la différence. c'est ça. Donc là, là, je pense pas qu'on peut parler ici d'absence de réception, la preuve étant qu'on est en train d'en parler. Oui. Mais bon, cela dit, avec quand Mais même c'est votre presque première un an entrevue. Oui, C'est c'est ça ça. que vous m'avez dit. Mais bon, une des hypothèses, et ça Je reste... suis là. Hein. Vous êtes tellement essentiel dans le champ de la Je culture. dirais pas Fred. ça, mais des fois, On je va suis quand parler en même... termes bourdieusien. Votre capital culturel et symbolique est irremplaçable. Oui. Mais donc... Ben, en fait, une des hypothèses, j'insiste sur le mot, ça reste une Oui, hypothèse. oui. Hein. D'ailleurs, Oui, on ne peut pas allez-y. le démontrer, mais une des hypothèses qui m'a traversé l'esprit, c'est peut-être que, justement, c'est-à-dire que ça venait peut-être défaire un peu les programmes de réception. C'est-à-dire que, généralement, Ouais. quand on achète des livres, on lit ce qu'on sait qu'on va apprécier ou détester selon ce qu'on veut en tirer. Ouais. Bon, Si on a bien du budget, on achète des livres qu'on va détester, mais normalement, on achète surtout Ouais. des livres. Bon, c'est ça. Donc, tu sais, généralement, quand on ouvre un livre, on sait à peu près où se situe l'auteur. Comme un essai, par exemple, un essai Oui. politique ou polémique, on sait à peu près où se situe l'auteur, on sait à peu près quel va être le contenu et on sait à peu près déjà ce que nous, la position qu'on occupe par rapport à ce contenu-là, donc comment on se positionne par rapport au livre. C'est-à-dire que c'est une volonté délibérée de briser. oui. C'est un peu ça le projet que j'avais, c'était de briser Tout à fait. cette programmation implicite qui nous précède, en Oui. fait. Peut-être que Mathieu, lui, qui est aussi un Non, littéraire, non, et qui a ben, aussi je trouve que la réponse d'Alex, votre réponse est excellente. Mais j'ajouterais que, d'abord, c'est sûr que je donne l'exemple de l'affaire Verouchka, lieutenant Duval. C'est devenu un peu radioactif. Puis il y a probablement des commentateurs ou des critiques qui osent plus trop, qui savent plus trop comment en parler ou qui veulent pas en parler parce ils veulent pas, je sais pas, rouvrir cette boîte de Pandore. Il y a des enjeux, Mais en même temps, il y a une des enjeux distance. médiatiques aussi parce que, bon, est-ce qu'on veut en parler pour ensuite avoir sur le dos un tel qui n'est pas content? Ça se peut que ça ait joué. Mais je pense d'abord que votre hypothèse est la bonne. C'est-à-dire que on dirait qu'on aime ça, savoir d'emblée où campe un auteur. Ouais. Puis votre livre, ce que j'ai trouvé admirable dans votre livre, c'est un véritable effort un exercice de lucidité et de détachement vis-à-vis des questions, même si moi je devine pas mal quand même où vous vous situez. Oui. On en reparlera peut-être tout à l'heure, Tout à mais fait. puis par exemple, à la fin, quand vous vous posez des questions comme d'où viennent nos convictions politiques, Ouais. ben ça remet beaucoup, tu sais, parce que, puis en même temps, je trouve que vous les avez bien dit tout à l'heure, et c'est pour ça que c'est si difficile d'avoir des vrais dialogues et des vrais débats, c'est que nos idées sont partie liée de notre identité. Exact. Et donc, quand j'attaque votre idée, C'est vous mon le identité recevez que vous comme si attaquez. c'est vous que ça. j'attaquais. Ouais. Et c'est difficile de faire cette opération de détachement en disant mon idée, ce n'est qu'une idée mais non, c'est pas une idée, c'est moi. Exact. Allez, et donc, on devient très émotif, très rapidement. Et là, c'est comme si... Alors, cet effort-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Comme j'ai trouvé intéressant... Mais attendez, Mathieu, est-ce Oui. que c'est typiquement québécois? Parce qu'on on dit toujours qu'en France, la joute oratoire fait partie de la culture et les gens sont capables de... Est-ce qu'on est un peu collectivement, je dirais pas immature, mais à un stade, on est encore très, très lié à ce qu'on pense et ce qu'on avance dans un débat. On a de la difficulté à s'en détacher pour simplement laisser la discussion et les Je lance la question. Oui, mais j'ai pas de réponse. Je saurais pas quoi répondre, effectivement. Ouais. Je sais pas si Ok. c'est un trait qu'on pourrait... Mathieu? c'est très complexe, d'ailleurs. Oui, Je oui, vois oui. pas comment on Ben, pourrait... moi, je pense que oui. Je veux dire autrement. Dans les dernières années, j'ai quand même été frappé parce que dans les polémiques que Alex aborde, il y en a au moins deux. Il y en a une qui aborde dans son livre qui a vraiment été une vraie polémique. Oui. C'est celle qui concernait l'affaire Lieutenant Duval à Oui. Ottawa. Là, il y a vraiment eu... Le mot en aigre. Ici, moi, je dis le mot en aigre. Il y a eu vraiment... C'est beaucoup de Ouais, grave. ok. Il y a eu vraiment comme, tu sais, une mobilisation des champs. Oui. Et il y en a une qui n'est pas dans votre livre, ou peut-être vous me corrigerez, mais qui est celle sur l'appropriation culturelle. Oui. Mhm. Celle Non, qui a on n'est pas dans le touché, livre, effectivement. Slav et Oui. Kanata. Oui. Et là aussi, il y a eu une vraie mobilisation. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est qu'après, on sent une mise au pas rapide. C'est-à-dire que
ça brasse pendant quelques semaines. Il y a des gens qui s'engueulent, ça souffre. Mais après ça, on sent que tout se calme très vite. Et oui, je pense qu'il y a une différence. Et je pense que culturellement, au Québec, on trouve un peu obscène de donner trop ouvertement nos opinions politiques, alors qu'en France, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est quelque chose de... La gêne et la honte viendraient peut-être plus de ne pas dire ce qu'on pense. Cela dit, il y en a beaucoup, là, dans l'espace médiatique au Québec, des opinions. Il n'y a que ça. Tu sais, RDI, présentement, fait un virage vraiment de commentariat avec des gens qu'on n'aurait jamais imaginé être invités à RDI. Je ne sais pas si c'est la crise des médias, ils se disent « Hey, on perd du monde, on va aller chercher dans cette gang-là. On est quand même... Et on sait que ça coûte moins cher aussi, engager des panélistes, que faire du journalisme. De l'information. Bon. Parlons-en de l'affaire Verouchka, lieutenant Duval. Je veux pas qu'on revienne, qu'on décortique, mais qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Parce qu'on a ce luxe-là qu'il y a eu du temps quand même depuis la polémique. Qu'est-ce qui en reste aujourd'hui? Parce que dans votre essai, vous dites que du côté des défenseurs, ou en tout cas de pas dire le mot en haine, il y avait une grande identification. Il y a même des profs qui ont changé d'avis pour se conformer un peu au dictat. Qu'est-ce qu'il en reste de ça aujourd'hui? C'est complexe, c'est assurément diversifié. Mais comme le disait Mathieu, ce qui est assez fascinant avec les polémiques, c'est que, évidemment, il y a eu des suites, notamment sur ce comité qui avait été nommé à l'Université d'Ottawa pour déposer un rapport, etc. Mais reste que quand même, après les mois d'entre-déchirement collectif, il y a une sorte de silence qui s'est installé. Puis on n'a pas beaucoup reparlé, au fond, de cette question-là, qui est toujours présente. Puis tu sais... Je suis pas certain qu'elle a essaimé autant... Ces problèmes-là d'étudiants qui se plaignent à la moindre offense, moi, j'ai pas l'impression que ça a essaimé autant que ce qu'on disait à l'époque de cette polémique-là. Non, effectivement. Mathieu, vous n'avez pas l'air sûr, là? Effectivement. Bon, mais allez-y, Alex. Mathieu a sa propre expérience d'enseignant. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont mis à être très prudents dans c'est sûr. Il y a plein de livres et d'œuvres qu'on n'enseigne pas, qu'on évite. On veut pas avoir de problème. Mais est-ce que c'est chiffré, ça? Ça sera jamais chiffré. Oui, mais c'est ça. C'est parce que c'est comme de dire qu'ils sont partout. Mais on les voit moi, pas. Je dis pas ça. Non. Mais disons, d'expérience, je sais que par avoir entendu plein de gens en littérature parler de plein de cégeps et d'universités, tout le monde plus ou moins s'est fait sa propre petite réflexion en disant, est-ce que j'ai envie d'avoir des problèmes? Est-ce que j'ai envie de créer des commotions dans mes classes? Est-ce que... puis bon, après, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on a arrêté? Oui, c'est ça. Non. Sauf que l'autocensure est un phénomène... Mais elle n'est pas nouvelle. Ben non, mais... Non, mais juste chaque époque a ses livres intouchables. Là, c'est une... On peut relativiser, mais il y a quand même ce phénomène qui fait que on peut dire après, mais il n'y avait pas de problème. Non, c'est aussi que tout le monde a compris ce qu'il fallait plus faire. Ouais. Sauf que... Alex, quand même. Non, mais en fait, moi, mon avis, c'est que ça va ressurgir forcément parce que c'est encore présent de façon latente partout dans les universités. Moi, j'ai mon expérience à moi, je ne peux pas te parler pour d'autres collègues. Vous êtes à Concordia comme chargé de cours. C'est une université tranquille, ça. Oui, c'est assez tranquille par rapport à d'autres foyers. Mais c'est sûr que c'est présent. Puis moi, quand je prépare mes cours, c'est présent à chaque instant maintenant, alors que ça ne l'était pas auparavant. C'est un peu ce que disait Mathieu. Ça, c'est sûr, ça a laissé des traces qui sont invisibles. Et je suis pas en train de dire que c'est déplorable, ça c'est une autre question. C'est ça, parce que dans votre essai, Alex Gagnon, vous dites que ce qui est arrivé avec cette polémique-là, c'est une discussion, c'est un débat qui a lieu depuis des décennies aux États-Unis. Oui, c'est pas nouveau aux États-Unis. Et vous avez l'impression qu'on était un peu naïf quand c'est arrivé de dire « Oh mon Dieu, ah oui, on discute de ces choses-là ». C'est quand même intéressant, je trouve, ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'on est peut-être arrivé à l'âge adulte. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est comme s'il y avait beaucoup de gens extrêmement surpris de vos... Moi, ce qui m'étonnait, c'était un étonnement, disons, un étonnement naïf, parce que, moi, j'étais un peu au fait des débats qui secouaient certains campus américains, mais c'était de constater que pour certaines personnes, le débat tombait exactement. Ça apparaissait comme quelque chose de totalement absurde qui venait détonner dans un ciel pourtant tranquille. Mais tu sais, il y avait quand même des... Est-ce que cet état de fait-là a peut-être joué aussi dans la façon que sans doute, les positions étaient campées, autant médiatiquement que même sur le terrain universitaire? C'est sûr que ça a sûrement contribué à l'intensité de la polémique parce que, très vite, c'est devenu quelque chose dont... L'intensité avec laquelle le discours favorable à la liberté académique est sorti de ses retranchements et
était quand même un peu saisissant dans la mesure où on percevait bien qu'on avait la sensation d'une sorte de fin du monde. Oui. Donc, peut-être que C'est drôle parce qu'il y a une prof de l'INRS qui a été écartée. En fait, qui n'a pas eu sa promotion parce qu'elle aurait eu des liens avec Sharkawi. Et le gouvernement est intervenu. Oui. Ouais. J'ai vu ça, oui. Oui, mais ça n'a pas créé de grande commotion. C'est ça que vous voulez dire? En fait, ce qui n'a pas créé de commotion, c'est que le gouvernement entrave la liberté académique des institutions, alors qu'il a été le premier à la défendre. C'est ça. C'est vraiment à deux vitesses. Ça dépend de la sensibilité de... C'est ça, oui. Mais je ne suis pas au fait de tous les tenants Ouais. et aboutissants, mais c'est clair que le gouvernement est intervenu pour que quelqu'un ne soit pas nommé à un poste dans le milieu universitaire. Fait que moi, je trouve que ça fait partie de la liberté académique, d'une certaine façon. C'est sûr que Sharkawi, c'est... Ben oui, évidemment, mais là, ça ça sort de l'appareil gouvernemental. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point ces liens-là sont réels ou non. Elle s'est défendue. Mais c'est ça. Non, mais vous avez raison. En fait, c'est un peu comme... Soudainement, on s'est intéressé à la liberté académique, il y a eu un comité, il y a eu un rapport, puis c'est fini. Ouais. Question à laquelle le grand public ne s'intéresse jamais, alors que là, tout à coup, ça est devenu un enjeu pour des gens qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Mais dans cette polémique-là, vous vous rappelez aussi dans votre livre, le cadrage, dès le départ, a empêché un débat sain. Ça, c'est un des plus beaux passages de votre livre. Et des deux côtés. Oui, je pense que des deux côtés, d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Mais c'est une des hypothèses que j'aimais pour essayer de comprendre comment est-ce que, dès le début, ça prend la forme d'un dialogue de sourds. Oui. C'est d'essayer de voir comment est-ce que ça a été cadré par les deux camps dès le début. Et à partir du moment où ces deux cadrages-là se sont figés, si on veut, on ne pouvait plus en sortir. Là, c'est-à-dire que là, c'est comme des forces centrifuges qui imposent au discours c'est comme c'est un champ de gravitation, si on veut. Là. C'est-à-dire que là, la seule position possible doit se prendre en ces termes-là. Oui. D'un côté, la liberté, de l'autre, le racisme. Il y avait une sorte de polarité dont on ne pouvait plus sortir et qui très vite a empêché, en fait, d'aller au-delà d'un certain nombre d'éléments et même de comprendre ce qui s'était passé, au fond, dans la classe de lieutenant Duval, parce qu'il n'y a jamais eu de moment factuel dans cette polarisation. Puis je n'y étais pas non plus, mais ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point est-ce qu'on a peu de discours qui ne cherchent à nous décrire ce qui s'est passé. Et pourtant, le débat a eu lieu entre des personnes qui, bien souvent, enfin, c'est une autre hypothèse, ne savaient pas bien ce qui s'était passé et ne voulaient pas le savoir. C'est intéressant. Non, mais il y a un passage, moi, qui m'a frappé. En fait, tout ce passage-là est brillant parce que vous montrez bien que, dans le fond, dès le début, il n'y a pas d'intention d'avoir un débat. C'est qu'au fond, chacun peut avoir un peu son programme ou ses intentions. Il y a les gens qui luttent contre le racisme et qui, pour eux, c'est un cas de racisme. Ouais. Et ce qui est frappant dans un des textes écrits par un collectif d'antiracisme, c'est qu'ils disent bien dans le texte, et vous le citez, que ce mot-là en haine peut être prononcé, mais dans un contexte où on se montre critique. Et Alex pose la question tout de suite après, mais n'est-ce pas exactement ce que faisait lieutenant Duval? Ben oui, c'est-à-dire que c'était pas, elle n'était pas en train de l'utiliser sur un mode blasphématoire, insultant. Tout à fait. Et donc, après, on se dit, au fond, elle a été suspendue pour avoir fait ce que l'université lui demandait de faire. Tout à fait. C'est-à-dire, et là, il y a quelque chose d'absurde. Moi, si j'ai parfois une petite réserve, et ça ne vous concerne pas uniquement Alex, ça concerne Bourdieu en général, c'est que je trouve que Bourdieu, souvent, il y a un moment où pour moi, ça achoppe, mais il y a une limite dans Bourdieu. Il arrive peu à se prononcer sur la valeur des choses. C'est-à-dire, pour lui, tout est une question de positionnement, de différenciation ou de distinction dans un champ. Mais à un moment donné, on se dit, oui, mais qu'est-ce qui fait que certaines œuvres émergent? Est-ce que c'est juste des facteurs liés à des identifications de groupes, de sous-groupes, de classes, de sous-classes? Qu'est-ce qui fait que des idées sont meilleures? Est-ce qu'il peut y avoir des idées meilleures que d'autres? Est-ce qu'il peut y avoir des objets culturels meilleurs que d'autres? Disons, en fait, qui font fi des consensus sociaux d'une époque précise. Moi, parfois, ce qui m'agace avec Bourdieu, c'est que il y a une forme de fatalisme qui tombe sur tout le monde et qui fait que l'ouvrier devrait manger de la poutine. Et puis c'est vrai que 90% du temps, il en mange. Puis moi, j'en mange, même si je ne suis pas un ouvrier. Mais parfois, il y a des ouvriers qui aiment l'opéra. Oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Puis je trouve que des fois, dans Bourdieu, il y a cette tendance à caster ou à mettre un cadre un peu simple sur des réalités qui sont complexes. Et moi, parfois, c'était peut-être là où je me disais, est-ce que dans votre livre, est-ce que toutes les positions qui s'affrontent se valent?
voyez-vous ce que je veux dire? Je ouais, peux dire, tout à fait. là, je vous demanderai pas de trancher parce que vous l'avez dit que vous le feriez pas. Exactement. Mais en même temps, je me dis, est-ce que toutes les positions se valent? Mais en fait, moi, c'est un rôle que j'ai volontairement voulu ne pas jouer dans le cadre de ce livre-là, que je ne joue pas et que je laisse au lecteur, en fait, lectrice. J'aurais essayé. Parce que à partir du moment où je franchissais cette ligne, là, le projet changeait, puis ça perdait un peu sa valeur descriptive. Et c'était d'abord ça. En fait, c'est un travail d'objectivation, c'est-à-dire j'essayais de nous faire voir, au fond, ce qui est en train de se passer quand nous-mêmes, on entre dans un débat. Après ça, bon... Et comment lire aussi les chroniques qui animent le débat pour identifier c'est quoi les procédés rhétoriques. Exact. Ça, c'est rare qu'on fait ça. C'est ça. C'est quand même la grande beauté de l'essai, c'est ça. Mais je veux vous entendre défendre Bourdieu, là. Parce que moi, je l'ai un peu attaqué, là. Qu'est-ce qui... En fait, c'est une critique qu'on a souvent faite à Bourdieu. Je pense que lui-même ne serait pas en désaccord avec ce que vous avez dit, dans la mesure où... il est incroyable, Alex. Il a souvent dit... Non, mais Bourdieu a souvent dit, on me traite de déterministe, mais bon, c'est pas ça l'objet de mon travail. L'objet, c'est juste d'essayer de comprendre un peu les mécanismes. Parfois, oui, un peu lourds, mais qui s'apesantissent sur les individus. Mais au fondement même du travail de Bourdieu, en fait, son projet, c'est d'objectiver les mécanismes pour nous permettre d'en prendre conscience et donc, non pas de nous en libérer totalement, parce que je pense que c'est impossible. J'avoue que c'est un peu ça aussi que je visais en écrivant ce livre-là, c'est-à-dire, d'ailleurs, je termine le livre sur une note un peu pessimiste en disant j'ai l'impression que les débats ne s'amélioreront pas. Oui, puis vous dites que c'était Bourdieu qui dit en fait qu'on a peu de chances d'être libre. En fait, nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de finir libre. C'est peut-être la vérité. Peut-être. Donc, tu sais, au fond, c'est un peu ça. C'est un travail d'objectivation pour nous permettre, pour essayer de... C'est une proposition, finalement, mais les lecteurs, lectrices en font bien ce qu'ils veulent. En tout cas, je dois dire, je pense d'être le premier bourdieusien que je trouve vraiment intéressant. Non, mais c'est parce que souvent, je vais vous faire une confidence, parce qu'en littérature, je pense qu'on name drop beaucoup Bourdieu. Ben, oui. Et c'est la première fois qu'on l'explique. Mais non, mais il y a aussi que moi, j'ai souvent vu que Bourdieu devenait une sorte de il y avait une sorte de vulgate bourdieusienne qui est que, dans le fond, ça nous aide à analyser des mécanismes puis des stratégies. Puis finalement, je trouvais que les bourdieusiens, souvent, deviennent des gens assez cyniques. Parfois, malgré eux, un peu des calculateurs, parce qu'ils comprennent tellement bien la game qu'ils en jouent à leur avantage. Qu'ils la jouent à leur avantage. Ils savent comment... Il faut donc lire Bourdieu. Ils savent quelle pétition signer, quelle pétition ne pas signer, avec qui se tenir, avec qui pas se tenir, comment fabriquer leur image. Puis à un moment donné, à l'université, je me souviens, j'avais eu cette réaction un peu intempestive. On est-tu là pour fabriquer des images? Des images d'écrivains, par exemple? Ou est-ce qu'on est là pour penser le monde, le réfléchir, penser l'humain dans sa complexité? Et donc, alors voilà, vous êtes le premier bourdieusien intéressant. C'est effectivement le risque, entre guillemets, de tout travail d'objectivation. À partir du moment où on montre les mécanismes, après ça, les usages qu'on en fait sont multiples et diversifiés. Justement, on va rentrer dans les usages et on va parler du Journal de Montréal. Et de la chance qui est là, le Journal de Montréal. Non, mais c'est parce que ça serait plate. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que je vous avoue que j'avais une petite peur au début que ce soit un autre de ces essais qui casse du woke. Mais c'est pas ça. Vous déminez, en fait, les processus que chacun utilise. Et il y a une section sur le Journal de Montréal et la rectitude politique. Et là, vous vous rappelez, il y a des phrases quand même bien tournées. Là. Les textes de Richard Martineau sont radicalement subjectifs, mais terriblement impersonnels. Ah non, c'est... Touché. On veut pas rire de Richard. Non, pas du tout. C'est pas souvent drôle, Richard. Oui, tout à fait. C'est pas parfois volontairement. C'est pas le travail que j'essaie de faire dans ce livre-là, de toute façon. Non. Bon, mais il est omniprésent. Fait que vous n'avez pas le choix de décortiquer ce qu'il dit, parce que ça a un impact. Là. Le climat polémique au Québec, on peut pas le penser ou l'analyser sans croiser un moment ou un autre, et souvent assez rapidement, la figure de Richard Martineau. Mais donc, cette phrase-là, sur un style radicalement subjectif, mais terriblement impersonnel, en fait, c'est que, bon... Ce sont des textes où, au fond, on est toujours dans l'opinion, le discours d'opinion. Mais ce que je veux dire par terriblement impersonnel, et c'est ça que j'essaie de montrer plus tard dans le livre, c'est à quel point ce discours-là, au fond, est un discours qui circule abondamment.
dans un certain secteur, au fond, de la production médiatique. Oui. Et là, c'est pour ça que plus tard, je fais des comparaisons avec le discours médiatique en France, par exemple, où les mêmes topoi, les mêmes figures, les mêmes procédés sont utilisés aussi par une série de chroniqueurs de droite, par exemple. Alors, impersonnel au sens... Et qui viennent de chez nous aussi. Oui, aussi, par On ailleurs. en parlait tantôt, Donc, du sociologue dissident. Impersonnel au sens où c'est un discours qui circule. Oui. Bref, c'est un discours collectif aussi, Oui. qui est utilisé par les individus, mais qui, au fond, a une sorte d'autonomie par rapport aux individus. Ouais. Vous parlez qui met de l'avant une audace triomphante, mais une audace prévisible qui étouffe toute nouveauté. Puis ça, c'est quand même intéressant parce qu'on l'oublie, mais c'est un ressassage des mêmes thématiques depuis des années. Oui, quand même. Oui, c'est le ressassement, probablement le caractère premier de ce discours-là qui reprend sans cesse, au fond, les mêmes refrains. Là. Oui. Je le dis pas de façon nécessairement péjorative, mais le refrain au sens où ça revient continuellement, les thèmes. Une petite musique. Oui, c'est ça exactement. Moi, je le dis C'est-à-dire de façon péjorative. il y a des éléments dans l'actualité auxquels on peut accrocher un discours qui existe déjà, et voilà, ça relance, au fond, la machine. Oui. Vous dites, et c'est intéressant, c'est une autre formule qui m'a beaucoup plu, vous déplorez l'art perdu de la circonspection. Ou même, je dirais, la pudeur, des fois. Je trouve que médiatiquement, un terme auquel je pourrais souscrire aussi, la pudeur. On manque de pudeur. Il y a une noblesse qu'on a oubliée derrière la pudeur. Oui, mais moi, en fait, ce qui me fascine, c'est la certitude, le ton péremptoire. Comment est-ce qu'on peut être aussi certain de ses idées, en fait, sur tant de sujets, alors que manifestement, ces idées-là ont parfois un fondement assez fragile. Oui. Et pour moi, la circonspection, c'est ça, c'est la distance, c'est l'hésitation, c'est peut-être que je me trompe en affirmant ça, peut-être que ce dont je suis sûr n'est pas si certain que ça, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît tellement fondamental. Cela dit, vous parlez d'Arthur Buis. Dans la section avec Richard Martineau, j'ai eu peur. Je l'évoque brièvement. J'ai eu peur. Mais... J'ai eu peur. Je me disais, qu'est-ce que fait Arthur Buis avec en fait, vous dites un peu, c'est un peu comme ça que je l'ai interprété, que Richard Martineau, c'est un peu l'Arthur Buis des pauvres. J'oserais pas le formuler comme ça. C'est mon privilège. C'est ça. Je vous laisse ce privilège, mais en fait, ce que je voulais essayer et en fait, j'ai joué un peu de cette opposition. J'ai sorti mon anthologie d'Arthur Buis. Auteur très, très admirable, d'ailleurs, du 19e siècle, mais j'ai choisi aussi Arthur Buis pour jouer sur la force du contraste. Mais au fond, ce que j'essayais de voir, c'était comment est-ce qu'une rhétorique des Lumières, c'est-à-dire comment est-ce que la rhétorique de la lutte contre l'obscurantisme... Ils en parlent souvent. Comment est-ce que cette lutte-là fait l'objet d'une appropriation? Et là, c'est ça qui est intéressant. Chez Sophie et Richard, il doit avoir énormément de beaux lustres parce qu'ils parlent beaucoup des Lumières. Oui, énormément. Ils s'en réclament énormément. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a certaines expressions qu'Arthur Buis utilisait, par exemple, qu'on pourrait retrouver telles quelles dans ce discours-là. Mais évidemment, dans un contexte radicalement différent. Mais l'idée, c'est juste de voir comment est-ce qu'une rhétorique peut faire l'objet d'une appropriation et donc d'une recontextualisation. Parce que... Et rappelons que c'est un siècle. Oui, puis qu'il y a eu beaucoup d'idées très différentes et certaines très absurdes. Il y a un auditeur qui enseigne les Lumières à l'Université d'Ottawa qui m'a déjà un peu sermonné parce qu'avec Maxime Laprise, on parlait des Lumières de façon un petit peu trop leste. Puis il disait, hey, les amis, n'oubliez pas que les Lumières, c'est un siècle. Oui, puis c'est au pluriel. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs. C'est ça. Vous citez Michel Lacroix, que j'ai reçu il y a quelques semaines ici, dans un texte, je pense, à Babar, si ma mémoire est bonne. Qui portait justement sur la rhétorique de Richard Martineau. Mais qui rappelle quelque chose, c'est que tous ces gens-là ont été un peu avalés par le système médiatique qu'ils ont créé. Et vous posez aussi, pas très loin dans le même passage, une question que je me pose depuis longtemps. Pense-t-il vraiment ce qu'il écrit? Et là, on peut le... Je sais que ça a l'air facile de poser la question ici, parce que moi, j'ai pas de doute sur ce que j'avance dans mes tribunes, je les pense. Foncièrement. Mais c'est l'intégrité, dans le fond. C'est un peu votre critère. Je dirais pas quelque chose que je pense pas. C'est ça. Mais en même temps, puisque maintenant j'en sais un peu plus sur Bourdieu, il se peut que j'avance des choses et que je sois conscient de l'identité que me procure le fait de dire ces choses-là. Mais... Vous voyez, le venin est entré. Non, mais c'est... Ben oui, évidemment. De devenir un monstre. Je vais être du bon côté de l'histoire. C'est ça. Mais c'est une question qu'il faut se poser, puis rappelons que ces gens-là gagnent énormément d'argent à mettre de l'avant ces idées-là. Là. Et ça, à un moment donné, je suis sûr que ça trafique le rapport que ces gens-là ont avec ce qu'ils avancent. Je peux pas croire que quand tu gagnes 500 000 à dire ces choses-là, tu finis pas par fusionner avec ces idées-là parce que ton rythme de vie, tu l'aimes. Ça peut pas ne pas avoir d'impact, à tout le moins.
Mais oui, c'est une vraie question, en fait, que je me suis posée tout au long de l'écriture de cet essai-là, jusqu'à quel point, en fait, chaque fois que je lis les chroniques des chroniqueurs du Journal de Montréal, je me pose la question, pas chaque fois, mais souvent, Non, souvent. pensent-ils réellement ce qu'ils écrivent? Oui. Puis j'ai pas de réponse, encore une fois, parce que c'est une vraie question dans la mesure où c'est pas juste une question rhétorique. Je me pose vraiment la question. Il y a des gens qui sont sûrs que, ben oui, ils pensent ça, mais moi, je suis pas si convaincu que c'est toujours si clair. Tu sais, il faut quand même inscrire... Oui, il joue un rôle. Oui, un rôle médiatique dans une entreprise médiatique qui s'adresse à une clientèle. Exact. Oui, c'est ça. Moi, j'allais dire, je pense par contre que à un moment donné, les chroniqueurs, peu importe d'ailleurs le journal ou le média, voient ce qui suscite des réactions. Ah, bien évidemment. Et donc, sans dire qu'ils ne pensent pas ce qu'ils pensent, mais à un moment donné, ils voient bien, par exemple, j'ai un exemple, vous faites une chronique sur les relations entre les Québécois puis la minorité arabo-musulmane, puis là, ça clique, puis votre boss vous dit « Hey, refais-moi-en un autre de même, parce qu'on a bien aimé ça, puis les commentaires rentrent, puis go, go, go. Ouais. » Ben, je pense qu'on peut se laisser prendre à ce jeu-là. Exact. Ben oui. Mais c'est ça l'idée d'être... Particulièrement en période de crise des médias. Oui, parce qu'il faut quand même assurer... C'est des entreprises. Ne l'oublions pas. Ce sont des entreprises. Oui. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça l'idée d'avalement dont on vient de parler. Se faire avaler par la machine, c'est exactement ça. Je pense que ça... Si vous faites un texte nuancé, là, puis vous recevez 3 clics... Ben regarde, mais je vais vous donner un bon exemple. Je vais vous donner un bon exemple. Ouais. Ce projet-là, présentement, actuellement, de balado, qui fonctionne très bien, mais qui n'a pas la résonance d'autres podcasts. Et je sais très bien que je paye le prix d'inviter Alex Gagnon pour un essai Les Déchireux. Ça coûte cher. Et plein d'autres. Non, mais je paye le prix, c'est pas vrai. Non. Mais je m'adresse à une clientèle réduite et ça serait facile d'inviter Alex Gagnon et quelqu'un d'autre qui est diamétralement opposé, faire du clic. Je veux dire, ça serait facile. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont abandonné la balado des auditeurs à cause de ça. Ouais. Ils auraient aimé que ça... Parce que les autres le font. Mais je maintiens le cap jusqu'à présent parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais c'est clair qu'il y a des façons d'attiser les clics et d'avoir une certaine raison. Et d'inviter certaines personnes. Mais je pense que c'est plus intéressant d'inviter quelqu'un comme Alex Gagnon pour un livre qui va faire son chemin dans l'esprit des auditeurs, tranquillement, pas vite. Les gens vont écouter les épisodes peut-être dans les 6-7 prochaines semaines, parce que c'est pas tout le monde qui dit bon. Mais c'est un pari que je fais, mais c'est sûr que il y a un prix. Il y a un certain prix à payer, mais bon, ça fait partie de mon identité que j'ai objectivé. Ça fait partie de votre positionnement et du capital culturel que vous entretenez et tentez de faire croître. Oui, voilà. Parlant d'une autre polémique, on va parler du sociologue Dandy Dissident, Mathieu Bock-Côté. Vous vous êtes intéressé à l'époque où vous avez écrit votre essai à l'Empire du politiquement correct, qui est son avant-dernier livre, avant le totalitarisme sans le goulag, qui vient de sortir. Oui, que je n'ai pas lu d'ailleurs. D'ailleurs, vous posez la question, on va s'en parler tantôt. Est-ce qu'on doit lire? Moi, j'ai lu Le Nouveau Régime, et j'ai l'impression qu'avec Mathieu, qui est même, je crois... dédicacé. Là, vous parlez de Bock-Côté. À une certaine époque, je pouvais avoir des dédicaces de Mathieu Bock-Côté. Moi, j'ai déjà été invité 2 fois à son émission, à une émission à Radio Ville-Marie. Oui, c'est les idées mènent le monde. Oui. Je pense qu'il était, je veux dire, il y a un fond intéressant et intelligent, mais vous parliez d'avalement. Ah et aussi, non seulement d'avalement, mais je pense que le passage à la France l'a fait entrer dans un milieu beaucoup plus homogène, c'est-à-dire il est avec sa gang. Et sa gang est plus nombreuse qu'ici. Oui. Et là, on sent moins de dialectique, beaucoup moins. Oui. Et ça donne ce que ça donne. Voilà. Je vais lire une citation de votre livre. Devant un régime soviétique, le lecteur se demande parfois par quel miracle Mathieu Bock-Côté parvient à percer journellement les mailles du système pour diffuser sa parole dans des livres applaudis et dans les médias populaires. Mais c'est vrai que c'est fascinant comment ces gens-là réussissent. Puis là, je dis ces gens-là, mais c'est lui, c'est Martineau, c'est tous ces gens-là qui disent qu'on ne peut plus rien dire au Québec, qu'on est censuré, puis on le répète. On l'a répété souvent ici, mais cette phrase-là est tellement bien écrite, ils sont partout. Oui, pour dire qu'ils sont nulle part. Exact.
C'est la grande contradiction que plusieurs ont relevé. D'ailleurs, encore ici, je ne suis pas le premier à le faire, mais effectivement, ce qu'on pourrait appeler en linguistique une contradiction pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre l'énoncé, le contenu de ce qui est dit, et l'énonciation, le contexte d'énonciation, le contexte dans lequel on le dit. Ouais. Et effectivement, cette contradiction-là, c'est, comme vous venez de le dire, le fait qu'ils ne cessent de dire qu'ils ne peuvent plus rien dire. Parce qu'en même temps, est-ce qu'il y a vraiment des intellectuels qui considèrent la lecture de Mathieu Bock-Côté comme une lecture obligée? Je ne pense pas. Fred, je vais vous dire une chose à ce propos-là, c'est que je pense que l'attitude même du personnage est en train de nuire à la possibilité de réagir et de dialoguer. Quand vous recevez des critiques et que qui au Québec, et même, j'ai pas vu ça nulle part ailleurs, qui, quand il reçoit une critique négative d'un livre, peut le lendemain matin signer dans son propre journal une attaque en règle contre celui ou celle qui vient de critiquer. Ouais. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est important ce que je dis, dans le sens où surtout dans un contexte totalitaire. Je n'ai jamais vu ça. Non. Et à mon sens, c'est un manque d'élégance. C'est un manque d'humilité. On peut ne pas aimer ce qu'on nous dit. Et ça, c'est correct. Ouais. Il se peut que la critique qui nous est adressée ne soit pas honnête. Ouais. Mais quand notre première réaction, ou alors on donne une entrevue à un journaliste et le journaliste parle de nous, puis le jour même, on publie sur notre blog le verbatim de l'entrevue au cas où quelque chose dans l'entrevue publié dans l'autre journal contredirait ou ne serait pas... Alors, je n'ai jamais vu ça. Et à mon avis, je le répète, ça fait en sorte que d'un point de vue intellectuel, il y a des gens qui disent « Moi, je ne jouerai pas dans ce film-là. Ouais. J'ai peut-être des critiques à lui formuler, je ne les formulerai pas. » Mais moi, je parce que demain matin, je n'ai pas envie de me faire attaquer par une bande de cinglés qui vont dire « Ah, lui, c'est un méchant. » Parce que c'est ça qui arrive. Non, mais moi, je ne vais même pas au-delà de ne pas aimer un livre de Mathieu Bock-Côté et d'avoir le courage de le dire publiquement. Je me demande qui lit Bock-Côté, à part les gens qui ont envie de se conforter dans ce qu'ils pensent de toutes sortes de sujets, les woke, l'immigration, toutes sortes de sujets, les 3-4 mêmes sujets. Vous avez raison, et vous décortiquez d'ailleurs son appareil argumentatif qui est très mince. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Pardonnez-moi, je veux juste ajouter ceci, Fred. C'est que vous avez entièrement raison. C'est juste que même si on voulait faire l'effort, on pourrait dire bénévole, à un moment donné, on se dit, c'est-à-dire qu'il nourrit le rapport polarisant en faisant ça. Ouais. Il coupe toute possibilité d'échange. Alors voilà ce que ça donne. Mais en fait, Alex, contradiction d'autant plus flagrante que Mathieu Bock-Côté défend aussi systématiquement cette élégance conversationnelle. Ça n'est pas élégant. C'est inélégant. C'est ça. Mais il prêche un retour à ça. Donc c'est encore plus... Allez-y, Alex, je me sens emporté un peu. C'est ça. Dans cette section-là, c'est parce que vous avez décortiqué son discours qu'on retrouve entre autres dans l'Empire du politiquement correct, qui est un livre qui a été encensé par François Legault à l'époque où François Legault caracolait dans le haut des sondages. Oui. Et ça, c'est étonnant aussi. Que François Legault ait apprécié le livre? Non. Sachant que cette prise de position était polarisante? Oui, tout à fait. Mais en fait, ça a été je voulais m'intéresser au discours de Mathieu Bock-Côté, mais ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis de choisir, parce que je voulais pas... C'était impensable d'analyser l'œuvre au complet. D'ailleurs, il y a beaucoup trop d'énoncés prononcés quotidiennement dans beaucoup trop d'antennes. Donc, il me fallait un objet précis. Marc Fortier s'en est pas remis, d'ailleurs. Non, c'est ça, de son année de lecture. Donc, il me fallait un objet concret, circonscrit. Qui est un essai. Exact. Donc, j'ai choisi ce livre-là. Bon, puis pourquoi je l'ai choisi? Bon, d'une part, parce que je pense que ça cristallise bien, au fond, l'essence de ses positionnements, mais aussi parce que le livre s'était retrouvé au cœur d'une petite polémique parce que, justement, François Legault l'avait encensé sur Facebook et aussi dans une capsule vidéo. Oui, c'est vrai. De l'Association des libraires. La prescription des libraires. Exact. Ouais. Qui n'avait pas fait l'affaire de tout le monde. Non. Et là, il y avait eu... il a le droit d'aimer ça. Et qu'un premier ministre parle de livres, on peut difficilement s'en plaindre. C'est juste que des fois, avec François Legault, on a l'impression que c'est plutôt... ça reste politique. C'est une opération politique quand même. Mais souvent, on a l'impression que c'est son adjoint stagiaire qui a lu le 4e de couverture puis qui fait un post Facebook. Des fois. Des fois non, des fois oui. Mais bon, pas important. C'est mon dessous, comme on le dit en français. Cela dit, vous avez décortiqué un peu ce qu'on retrouve dans l'ossature argumentaire, je ne sais pas si c'est le bon terme, de l'Empire du politiquement correct. Et vous avez identifié 3 procédés dont abuse Mathieu Bock-Côté. Recours à l'anecdote et à l'exemple isolé, le raisonnement par analogie
et l'affirmation péremptoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois procédés? Ben, c'est-à-dire que, en fond, c'est dans ce livre-là, après ça, peut-être que dans d'autres livres, il y en a davantage, mais ce qui me frappait, c'était en fait, toute son argumentation, tout ce qui lui permet, au fond, de tirer les conclusions qu'il tire et qu'il avance, repose, au fond, sur ces trois procédés-là. C'est-à-dire, recours à des exemples isolés, c'est-à-dire que, le Carrefour-Laval, Châlot Carrefour-Laval, j'ai entendu parler anglais, le Québec s'anglicise. C'est ça, par exemple, exactement. Le recours à l'exemple peut être un procédé argumentatif, en fait, c'est un procédé argumentatif sensé, dont on ne peut pas se faire l'économie. Non. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que l'exemple utilisé est représentatif ou non, par exemple. Mais là, cette question-là n'est jamais posée. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de travail d'échantillonnage, de se réfléchir au fait. C'est pas une démarche sociologique. Exactement. Dans les exemples. Alors que Mathieu Bocoté est un universitaire et qu'il se présente lui-même comme un sociologue, etc. Donc, d'ailleurs, dans sa préface, il présente son livre comme un essai de sociologie. Pour moi, une sociologie, c'est autre chose. Oui. On n'est pas du tout dans la sociologie ici. Vous dites en fait que ces trois variantes font partie d'une figure rhétorique que j'avais jamais entendu parler. L'antimème. L'antimème. L'antimème? L'antimème. Okay. C'est un terme technique comme le sont tous les termes de rhétorique. Il est funné. comme le sont tous les termes de rhétorique. Mais en fait, l'antimème, pour le dire brièvement, c'est un raisonnement auquel il manque un des attributs logiques. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle un syllogisme en rhétorique, en philosophie. Par exemple, je suis un homme, les hommes sont mortels, donc je suis mortel. Oui. Ma conclusion, donc je suis mortel, est fondée sur deux éléments. Donc, je la tire logiquement de deux propositions qui la rendent inévitable. L'antimème, c'est le fait de retirer une de ces parties-là. Donc, vous voyez, on a une conclusion qui peut être tirée sur une seule des deux propositions. Il manque un morceau, exact, c'est ça. Donc, ça ne tient plus, au fond. Ça tient seulement parce que c'est vraisemblable, mais au fond, logiquement, ça ne tient plus. Dans l'argumentaire que Mathieu Bocoté développe dans ce livre-là, on est toujours, au fond, dans une variante de ce procédé-là, et des fois, c'est la conclusion seule qui vient. Il n'y a rien d'autre que la conclusion. Donc là, c'est seulement « donc je suis mortel », mais on ne sait pas... Bon, vous voyez? Je suis pas sûr que... Le monde n'est plus ce qu'il est. Je suis pas sûr qu'il se perçoit lui-même comme mortel, mais bon, on va utiliser le mot mortel pour l'exemple. C'est une autre question à laquelle je n'oserais pas répondre. Non, quand même. Je pense que oui. Non, je fais des blagues. Oh là là! Il faut bien rigoler un peu. Vous rappelez... Vous n'êtes pas le premier à le dire, mais il faut quand même le dire, qu'il fait, dans le fond, très peu de sociologie. Il ne tient pas compte des grands courants de l'histoire sociale, des grands courants de l'histoire économique, de l'histoire religieuse même, de l'histoire culturelle. Au lieu de ça, il va parler de figures abstraites et il va avoir une espèce de fascination pour les grands personnages de l'histoire. Oui, c'est ça, exactement. Comme s'il n'y avait pas de contingence. Les grands personnages font des choses parce que ce sont de grands personnages. Alors qu'il y a... Bien souvent, il y a un contexte favorable. Oui, évidemment. C'est Napoléon, mettons. Oui. Qui à un moment donné arrête d'être favorable. Oui. C'est ça. Mais c'est ça. Mais ce qui m'intéressait dans ce texte-là, c'était l'absence de démonstration, en fait. Bon, comme toute science humaine et sociale, la sociologie repose sur un procédé méthodologique qui cherche à démontrer quelque chose. Et démontrer quelque chose, c'est une tâche extrêmement difficile, extrêmement ardue. Tout chercheur le sait. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut faire du terrain. Et généralement... Et le terrain ne se retrouve pas dans les grands restaurants. Non, effectivement. Oui. Et généralement, ce qu'on pense être démontré ne l'est finalement pas beaucoup, ou l'est seulement dans telles conditions, dans telles circonstances, pour telle population, dans tel contexte. C'est ça, la sociologie. Il y a plein de béquilles, au fond, qu'il faudrait ajouter aux conclusions qu'on tire. Mais bon, alors ici, vous avez compris qu'on est dans à l'antipode, en fait. Là. On est dans autre chose, mais ça, c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée de votre livre, c'est que vous le resituez dans une mouvance qui existe depuis longtemps. Depuis la fin du 19e siècle, la poétique polémique identitaire. C'est pas nouveau, là, cette façon de décrire la société avec ce filtre. Non, il y a un certain nombre de procédés d'outrance verbale, l'hyperbole, qui sont pas neufs du tout et qui, en fait, s'enracinent dans la tradition du pamphlet, là. La tradition pamphlétaire en littérature. Bon, au 19e siècle, effectivement, il y a des... Comme Joseph de Maistre, par exemple. Oui, notamment, mais là, bon, dans le cas du texte en question, c'est plus Édouard Drummond et bon, à la fin du 19e siècle. France juive. Non, mais il y a des grandes thématiques. Exact, oui, c'est ça. Trahison des élites. Oui, qui reviennent aussi. Qui étaient déjà là à la fin du 19e siècle. Exactement. Victimisation et censure, attaque des savoirs légitimes. Les universitaires, il faut s'en méfier. Opposer le nous ethnique aux étrangers. Et, dans le cas souvent de ces auteurs-là,
Mathieu Bock-Côté, Richard Martineau, ça inclut toute différence, qu'elle soit ethnique ou non, mais tout ce qui n'est pas blanc, hétérosexuel, de tradition judéo-chrétienne est suspect. C'est ça, mais sur le plan du discours, effectivement, c'est pas neuf historiquement, tout Non, ça. Tu sais, des fois, on a l'impression, bon, c'est un discours c'est catastrophique parce que la situation le commande un peu, mais c'est pas nouveau. Mais c'est pas nouveau, là, historiquement. C'est des rhétoriques qu'on entend. Tu sais, on n'a rien inventé finalement. Les polarisations, ça précédait de loin les réseaux sociaux, même si, bon, cela dit, il y a peut-être des phénomènes d'amplification qui sont propres à notre époque, mais bon, toujours est-il qu'on doit le lire? Parce que vous posez la question. Parce que vous dites qu'il y a des gens qui ne veulent pas le lire parce que c'est important de ne pas le lire par rapport à où on se situe dans la grille bourdieusienne. Mais est-ce que c'est encore, à votre avis, pertinent de lire un livre de Mathieu Bock-Côté? Ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est quoi? Bon, mais je pense que, bon, là, par exemple... Puis là, je dis Mathieu Bock-Côté, ça pourrait être le pendant de gauche. Oui, mais c'est ça aussi. Hein, oui, exactement, c'est ça. Mais pour moi, bon, l'évidence, c'est que, en fait, puis là, encore une fois, donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut s'étendre, mais ce que je constatais ou croyais constater, c'est que beaucoup de ces critiques ne semblaient pas l'avoir lu. Ouais. Alors, à partir du moment où on veut le critiquer, je pense que c'est bien de le lire parce que ça permet de le comprendre, d'ailleurs. Et ça permet moi, j'ai pas lu tous ces livres, mais le Nouveau Régime, je l'ai lu. Mathieu, vous avez l'impression que... Non, mais en fait, c'est que moi, je vais faire des constats, puis Alex, c'est un peu des critiques, ben c'est peut-être des critiques qui dépassent le cadre de votre livre. C'est que je me suis rendu compte en lisant votre livre que les polémiques dont vous parlez sont presque toujours, ne se produisent pas en réalité au sein même du monde intellectuel. Parce que vous parlez beaucoup du monde intellectuel et vous dites on va regarder le monde intellectuel. C'est-à-dire, se passe beaucoup entre, en fait, un groupe de chroniqueurs qu'on commence à connaître, on les a nommés, donc du Journal de Montréal, ou alors des gens qui sont un peu affiliés à eux ou qui sont là, comme dans le manifeste contre le dogmatisme, on sent, vous l'évoquez aussi, la filiation. Et donc, entre ces chroniqueurs, qui, en fait, d'un point de vue bourdieusien, ce qui leur manque, en fait, c'est la reconnaissance symbolique que leur conférerait le monde universitaire. Oui, la blessure narcissique de M. Bock-Côté, c'est ça. C'est de ne pas être reconnu. C'est pas de manquer d'argent ou de manquer de tribune. C'est que dans les grands cercles intellectuels, on ne le valide pas. Non. Ceci dit, moi, ce qui me frappait en vous lisant, c'est qu'en réalité, à l'intérieur même de l'université et du groupe de ce qu'on pourrait appeler la caste des professeurs d'université, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de grande tension, il n'y a pas de grands affrontements. Et vous dites à la fin, par exemple, vous dites dans le monde de l'université, idéalement, on devrait pouvoir travailler de façon indépendante et sans se rattacher à ses convictions politiques. Quand même, il me semble qu'il y a un conformisme idéologique parfois assez frappant à l'université, non? Sans doute. Là, je vous mets sur la sellette. Non, mais ça veut dire, sans doute. Non, mais c'est important. Oui, parce que... sauf que le livre d'Alex Gagnon, c'est pas de décortiquer toutes les polémiques existantes dans tous les milieux. C'est quand même essentiellement les polémiques qui émergent dans les médias. Oui, mais ce que je souligne... C'est surtout ça mon objet. Oui, non, je comprends. C'est pour ça que je dis que ma critique déborde un peu, mais pour moi, c'est quand même frappant de remarquer qu'au sein de la caste universitaire, ces débats-là ne se font pas tant que ça. Ne se font presque pas. Ils sont obligés de se faire avec des chroniqueurs du Journal de Montréal. Et c'est, à mon avis, par exemple, pour revenir à Francis Dupuy-Derry, pour moi, mon insatisfaction par rapport à ce livre-là, c'est qu'il passe le 3/4 du livre à débattre avec des gens qui sont même pas à l'université. Non, c'est vrai, tout à fait. 140, je pense qu'il nomme Bock-Côté 150 fois dans son livre. Dans son livre... Panique à l'université. Oui. Mais on dit, en fait, mais non, c'est vrai débattez pas avec des gens qui ont des positions à l'intérieur des murs, des positions différentes des vôtres. Vous prenez des épouvantails qui sont à l'extérieur et qui sont bruyants et qui parlent et qui prennent de la place. Mais en fait, il n'y en a pas de tension dans le monde universitaire. C'est vrai qu'à l'intérieur des murs universitaires, c'est vrai que ces débats-là ne se tiennent pas, ou sont larvés, ou en tout cas sont contenus. Il y en a sûrement larvés entre, mettons, la vieille gauche et la nouvelle, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Non, effectivement, tout à fait. Et pour moi, c'est désolant de penser qu'il n'y a pas ça à l'université. Et par exemple, le fameux manifeste contre le dogmatisme universitaire, on sent que vous voulez lui donner une légitimité institutionnelle qu'il a un peu, mais ça reste des jeunes en culotte courte qui se sont essayés et qui se font
tapés dessus au bazooka par des profs Des professeurs, qui justement. ne jouent pas leur rôle de prof. Moi, je ne dis pas que je l'aime, leur manifeste, il n'est pas très bon, il est mal écrit, mais un vrai prof Peut-être nous rappeler doit dire les conditions OK, les gars, de qu'est-ce ce qui marche manifeste. pas Non, mais dans Mathieu, notre parce que... Oui, allez-y, Alex, rappelez-nous. En fait, brièvement, bon, ça se passe c'est à l'hiver 2020. c'est ça. Paraît dans le Juste avant la Devoir, pandémie. juste avant la pandémie, c'est ça. Paraît dans le Devoir un texte intitulé Manifeste contre le dogmatisme Ouais. universitaire, Ouais. signé par le nombre exact, là, je l'ai oublié, je l'évoque dans le livre, Centaine. quelques dizaines, une centaine d'étudiants, Ouais. étudiantes, cégep, Ouais, bac c'est ça, ouais. essentiellement. Les jeunes. C'est ça, qui s'en prennent à ce qu'ils appellent le dogmatisme universitaire, c'est-à-dire on comprend très vite que c'est le dogmatisme woke, entre Oui, guillemets, voilà. bon, effectivement, qui, à leur avis, parasiterait au fond l'université. Ouais, ouais. Dans son entièreté. Dans son entièreté, d'ailleurs. Ouais, c'est un petit peu- L'université dans son volet sciences humaines et Ouais, sociales, mais ouais. oui, effectivement, dans son ensemble. C'est surtout, je pense, sciences humaines et sociales. Oui, qui c'est visent, ça, là. Mais exactement. ouais, ouais. Ce sont ces disciplines-là qui sont visées. Donc, ça, c'est Donc, le manifeste paraît... Dans le Devoir. Dans le Devoir. Mais en fait, c'est même pas vraiment une polémique, ça, parce que ça dure quelques semaines, en fait. Je l'avais choisi parce que ça permettait... C'était un corpus très, très restreint qui permettait de voir des dynamiques sur un nombre de textes déterminé. Ouais. Et donc là, bon, un professeur Francis Dupuy-Déry, justement, leur rétorque, donc, qu'ils se trompent, etc., que la dissidence ne se trouve pas de leur côté, mais du côté de la gauche, qui est celle qui résiste, au fond, au véritable système de pouvoir, tout ça. Et ça s'arrête là. Il y a une réponse collective, Non, et ça mais- s'arrête là. Mais Ouais. Puis il y a eu quand même, non, mais il y a aussi un contre-manifeste. il y a De oui, 280 oui, c'est vrai. personnes anonymes. Oui, il y a une Mais réponse c'était collective beaucoup des anonyme. profs C'est ou beaucoup des profs, fait le dialogue. L'interaction est vraiment entre étudiants et professeurs, ce qui est assez curieux parce C'est que ça c'est que- les... Voilà, voyez-vous, c'est là que... C'est pour ça que je soulignais ça. Parce que je vais vous donner un exemple. Moi, je le vis, là, parce que je suis prof au cégep, puis j'en parle à des collègues d'un peu partout au Québec. Puis on se rend compte d'une chose depuis quelques années, parce que vous soulignez que c'est beaucoup des gars qui ont écrit, qui ont signé le manifeste contre le dogmatisme. Puis les gars, les jeunes gars, il y en a beaucoup qui sont à droite. Ouais. Tu sais, vous et moi et Fred, là, à l'âge du cégep, fallait être de gauche. Tu sais, c'était comme... Ben, tu sais, pas Oui, tous, là, oui, oui, mais oui. je veux dire, dans notre Ouais, gang là, de sciences humaines, Ouais. c'était de gauche, c'était ça. Mais là, ils sont de droite, puis moi, ils me parlent, monsieur, je suis de droite. Puis là, moi, quand j'entends ça, évidemment, je réagis. Je suis comme, ben là, attendez, là, puis qui vous écoutez? Jordan Peterson. Ouais. Puis là, je les écouté, puis j'essaie de défaire ce qu'ils pensent, mais en même temps, moi, je reviens juste à l'exemple de ce débat-là. Pour moi, là, Bourdieu nous aide, mais en même temps, il nous nuit dans le sens où c'était pas égal. C'était pas à armes égales. Ouais. Vous aviez des gars en culotte courte qui disent, nous, on se reconnaît pas dans ce discours-là. Puis vous avez, dans le fond, l'institution véritable, composée d'un corps professoral puis d'un loner qui dit, vous êtes dans le tort. Et je peux comprendre qu'il y a un spectacle qu'on fasse avec ça, mais d'un autre côté, je trouve que d'un point de vue intellectuel et même social et politique, comme professeur, on a une responsabilité de dire, OK, pourquoi vous pensez ça? Tu sais, qu'est-ce qui fait Ouais, que... mais, oui. Non, mais oui, bien sûr. Mathieu. Parce qu'on est, on est des pédagogues. Alors, Oui, mais est-ce que ça se fait dans les pages d'un journal? Par lettre interposée, je suis pas sûr. en tout cas, quand on est dans la position de force et qu'on reçoit un texte écrit par des cégepiens puis des jeunes bacheliers, il est là le problème, c'est que là, il y avait une occasion peut-être de dire, ben OK, ben pourquoi vous pensez ça? T'sais, on peut bien dire, ah mon Dieu, c'est épouvantable, ou ah mon Dieu, ils sont cooptés par bas de côté. On s'en fout. Non, mais c'est pas grave d'être de droite. Ben c'est ça. Au cégep. Ouais, mais... Ça veut pas dire qu'ils vont là toute leur vie. Non. Parce non, que c'est un âge. Peut-être qu'ils vont devenir comme Victor Hugo, ils vont commencer à droite, monarchiste, puis finir à gauche, républicain. Non, mais je pense que Ça le se peut. cégep, Ouais. c'est un âge Mais- aussi où on expérimente. C'est pour ça que je dis, des fois, dans certains débats comme celui-là, ça me frappait. Je me disais, il y a quelque chose dans la polémique qui faisait qu'on n'avait pas affaire à des positions du tout équivalentes. Non, c'est exact. C'est-à-dire que c'était facile de prendre leur texte puis dire... mais non, mais on va finir Ils avec ont pas ça, compris. Mathieu. C'est C'est- intéressant, puis Ouais. on va finir avec Parce ça. que moi, non, mais je vous dis parce que ça m'inquiète. Puis on peut bien multiplier les textes pour dire dans les journaux c'est épouvantable, mais ils disent, les études montrent que la génération Z, les filles sont à gauche, sont woke, là, si on voulait donner un peu le cliché, puis que les gars vont beaucoup, pas tous, Non. mais beaucoup à droite.
Et là, il faut se poser des questions Ouais. collectivement, dire comment on réagit à ça. Si on fait juste dire c'est épouvantable, puis vous êtes le diable, vous dites pas ça, mais il y en a qui Oui, peuvent non, le je dire. comprends. Ben, on n'a rien réglé. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, commencer. Parce que moi, je veux pas non plus adopter... Ouvrir le dialogue, Fred. Oui. Oui, OK. Non, mais. OK. Mais parler. qui on invite autour de la table? Tu sais, vous me parlez de Jordan Peterson, qui est quand même Non, mais un je ne dis pas hurluberlu. d'inviter. Je ne dis pas d'inviter Jordan Peterson. Non, mais c'est... Je vous dis d'inviter ces gens-là et pas juste dire vous êtes des crétins, vous avez rien compris. Parce que moi, c'est... Non, mais c'est intéressant, puis on va déborder l'essai, mais Alex, vous direz ce que vous en Vous n'avez pensez. pas un gars, Alex, vous? Oui. Bon. Il n'est pas à droite, j'espère. Non, mais attendez, c'est drôle. Moi, j'en ai deux, mais mon garçon n'est ni de gauche Non. ni de droite. Mais tout au contraire. Non, Il n'est pas, là. Il est pas dans là-dedans. cette. Je pense qu'ils sont plus nombreux qu'on pense Oh oui. à être au-delà de ça, ou en dessous. Je sais pas si c'est Ouais, au-dessus non. ou en dessous. Mais ça aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, je le dis, là, puis ça vaut ce que ça vaut. Puis j'en ferai pas une chronique dans le journal, mais je remarque ça depuis des années. Il y a plus de gars conservateurs, plus à droite. Parce que dans les faits, là, si on regarde la production médiatique, Ouais. puis mettons-la toute, là, tout ce qui se fait, la gauche, ça reste quelque chose d'assez inoffensif dans des émissions comme Pénélope, parce que sur le plan politique du pouvoir, ils seront jamais... Puis d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, la gauche est victime de sa représentation médiatique. Elle ne sort pas de ça. Elle en est complice. Elle n'est pas juste victime. On a déjà parlé de ça, Mathieu, dans une discussion corsée. Ouais. Mais tu sais, là, on regarde les sondages. On est à 2 ans et demi des élections. Mais ça reste que c'est le Parti québécois qui est dans bloqué à sa 17, mouture, 16, 17, ouais. dans sa mouture à droite, sur le plan identitaire. Ils ont beau se dire progressistes, mais quand tu dénonces un peu un certain discours des trans, puis que tu trouves que l'immigration va nous causer des problèmes sociaux, je sais pas ce qui reste de progressiste, sincèrement. Là. Je pense que c'est plus nuancé oui, que ça. oui, mais- ben oui, non. Là, mais Paul Saint-Pierre Plamondon est capable de peser ses bons boutons. En fait, pour activer des peurs qui sont nourries depuis des années par les chroniqueurs qu'on vient de parler tantôt. Ouais. Et Québec solidaire est encore à 16%, puis au fédéral, on a Pierre Poilievre Ouais. qui va être indélogeable. Alors, je veux dire, la gauche que les jeunes hommes de droite dénoncent, ces ramifications réelles, là, ça se manifeste comment? Je ne sais pas, Fred. Moi, je vous rapporte Parce que Mathieu simplement Bock-Côté aussi dit la l'observation même chose. Hein? de... La gauche est partout. Elle est tellement partout qu'on Ah la non. voit pas. Non. Mais dans les faits, là, on s'en va à droite, là, dans nos choix collectifs. Là. On n'est pas dans une société si à gauche que ça, moi, je trouve. À part Non. dans le symbolique. Non. Puis dans les publicités où il y a beaucoup de couples interraciaux, mettons. Ça peut choquer du monde, là, mais Ouais. ça va pas même plus loin que ça. Là. Mais ce qu'il faut faire, c'est lire les déchirures Moi, je d'Alex vais faire- Gagnon. Non, Je mais vais faire preuve de circonspection, Fred. OK. Bravo. Moi, tu vois, j'étais en train de quitter la pudeur, là, et je m'enfonçais. Fait que... Ça allait mal virer, cette affaire-là. Non, mais Ben, faut- merci, Alex Gagnon, d'être venu nous présenter les déchirures. Mais pour vrai, il faut lire ce livre-là pour comprendre les mécanismes argumentatifs et continuer à lire ces gens-là, Ouais. mais être mieux armé pour peut-être déconstruire ces discours-là. Et aussi, il faut lire autre chose, là, mais voilà. Ben, merci, ben, merci, c'était un plaisir. Oui, merci Mathieu d'être venu. Vous allez refaire l'exercice bientôt avec, Ben oui. avec Toula Drimonis Oui, c'est et ça. son livre sur l'immigration, sur Oui. son parcours à elle. Absolument. Vous êtes un lecteur, comme omni-lecteur Ah, de la balado. Ouais, c'est comme un Sarkozy de la lecture. Non? On parlait de pudeur tantôt. Omniprésident. On parlait de pudeur tantôt. C'est ce là. qu'on l'appelait l'omniprésident. Excusez, ça n'a pas rapport. Qui a été condamné d'ailleurs. Hey, Ça bonne va semaine bien. tout le monde. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 19e épisode de la balado. Je viens de terminer le montage, puis j'avais des petites choses en tête que j'avais envie de vous partager. D'ailleurs, en fait, il faut savoir que quand on a terminé l'épisode, on a jasé encore une bonne demi-heure, et ça arrive souvent, ça, tu sais, on enregistre, on est dans le sous-sol de l'appartement, dans les luxueux studios, et là, on fait une espèce de post-mortem rapide. On remonte en haut, et là, dans le vestibule, ça arrive souvent qu'on se met à reparler de ce qu'on a abordé dans l'épisode, mais là, les micros ne roulent pas, puis fait que c'était vraiment intéressant. Je regrette. La prochaine fois, je vais attendre. Je pense que je vais barrer les portes, puis je vais m'arranger pour qu'on reste assis une demi-heure pour
devant les micros pour qu'on capte le post-mortem, parce que c'est intéressant, parce qu'on parlait de la configuration, en fait, de l'écosystème médiatique, parce qu'évidemment, là, vous avez écouté l'épisode, et là, vous vous dites, coudonc, c'est un livre qui fait juste parler des polémistes conservateurs ou de droite. C'est pas le cas. Parce que j'ai pas abordé tout ce qui était dans les différentes parties du livre et les différentes polémiques. Cela dit, forcément, et c'est ce qu'on discutait dans le vestibule, il n'y a pas beaucoup de polémistes de gauche parce que l'écosystème médiatique n'est pas tellement à gauche. Puis, tu sais, c'est pas chez Pivot qu'on va trouver des polémistes qui vont à ce point créer la controverse ou qui vont jouer sur ces cordes-là, comme le fait le Journal de Montréal, par exemple. Alors, on se disait, puis là, moi, je disais, dans le temps que j'étais à la soirée, j'étais pas un polémiste, mais c'est sûr que j'essayais de mettre de l'avant dans mes éditoriaux cette idée-là d'être une espèce de grand gueule de gauche. J'aurais pu le faire avec la balado, mais on dirait qu'avec comment le projet s'est développé, je suis moins à l'aise, mais là, ça m'a donné des idées. En tout cas, je vous en reparlerai, mais il y aura probablement... Non, pas probablement. Il va y avoir une nouvelle balado qui va naître de la famille de la balado de Fred Savard, qui va être une espèce de revue de l'actualité. Je vais la faire avec d'autres gens. Ça va être plus collégial et sans dire que je vais recréer ce que je faisais à la soirée, c'est pas ça le point, mais j'avoue que ce côté-là, éditorial, humoristique, des fois je le fais ici, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Et là, je me dis, peut-être qu'on peut pas trop mélanger les genres, parce qu'ici, c'est vraiment, on invite des essayistes, on discute. Évidemment, il y a un ton parfois plus relâché. On se prend pas la tête, mais on n'est pas directement dans l'humour. Alors, un autre balado, ça pourrait être intéressant avec des gens. Je pense à Coralie Laperrière, par exemple. Je pense que j'aime vraiment beaucoup son approche. Puis je pense que ce serait le fun qu'on puisse faire ça ensemble, et peut-être d'autres gens. En tout cas, je vous en parlerai en temps et lieu. Mais tout ça pour dire qu'il faut lire Les Déchirures, parce que ce n'est pas seulement que une espèce de déconstruction du discours de Richard Martineau. C'est beaucoup plus affiné, et on est vraiment dans les processus, dans les mécaniques rhétoriques. Puis ça a peut-être été difficile à transposer dans l'entrevue, mais je pense quand même qu'on comprend bien, là. Et la polémique du mot en aigre avec Mme Lieutenant-Duval, ben, dans le livre, Alex Gagnon décortique vraiment la chronologie et les arguments qui ont été mis de l'avant et les non-arguments qui n'ont pas été mis de l'avant. Alors voilà, lisez vraiment cet essai-là, qui est un essai très particulier dans ce que j'ai lu dans les dernières années. C'est pas péjoratif, là, mais voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Tu sais, je repensais à Mathieu qui disait, moi, mes étudiants, les gars sont à droite, les filles sont à gauche. Je serais curieux d'approfondir cette notion-là, surtout que Mathieu, il enseigne à Brébeuf, qui est un collège quand même aisé, d'une classe sociale aisée, qui est probablement plus encline à être à droite qu'à gauche. Je serais curieux de parler à des profs qui enseignent à Maisonneuve. D'ailleurs, ouais, c'est ça, Maisonneuve, ou même à ça, je repensais à la série Maisonneuve qu'on a présentée avec Jean-Martin Gagnon, où dans la série même, il y a des gens qui sont à droite, des jeunes plus à droite, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus à gauche. Faudrait voir. Mais je ferai attention de généraliser qu'aujourd'hui, les jeunes hommes sont plus à droite, puis les femmes sont à gauche, là. Je pense que c'est plus subtil que ça, mais peut-être qu'à Brébeuf, de par la clientèle particulière qui a les moyens d'aller faire son cégep à Brébeuf, peut-être que ça joue aussi sur les positions politiques. Alors voilà, on va terminer en musique. J'avais une première idée, mais Mathieu m'a amené ailleurs, parce qu'en rentrant dans la maison pour venir s'installer, il fredonnait une chanson de Diane Dufresne. Puis, elle fitait avec le livre. C'est la chanson sur la même longueur d'onde. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que je mets pas souvent du Diane Dufresne. Je pense que c'est la première fois. Et cette chanson-là, elle est vraiment bonne. Elle est tirée de l'album du même nom, paru en 1975. C'est son 3e album à Diane Dufresne. Et c'est un clin d'œil, paraît-il. Ça, je l'ai su en préparant ce segment. C'est un clin d'œil à un magazine consacré à la musique en France qui s'appelait Sur la même longueur d'onde. Là-dessus, il y a aussi, sur cet album-là, il y a Partir pour Acapulco, les hauts et les bas d'une hôtesse de l'air, Chanson pour Elvis, c'est ce qu'on appelle un gros album. Et sur la même longueur d'onde, j'ai aussi appris que ça avait été... en fait, les arrangements sont
attendez que je trouve, John Lissauer, qui a travaillé entre autres avec Leonard Cohen. Je vous en parle parce que avant de partir la chanson, portez attention aux arrangements. C'est vraiment... c'est des arrangements beaucoup plus complexes qu'ils en ont l'air pour une chanson qu'on a entendue tellement de fois à la radio qu'on a l'impression qu'il y a 2, 3 instruments, 2, 3, 4 instruments, puis ça s'en va tout seul. Non, c'est vraiment... Mais ça, c'est les années 70, hein, c'est l'époque, je pense à Fleetwood Mac, Steely Dan, c'est l'époque où le rock FM... En fait, c'est l'âge d'or du rock et la musique FM, où les compagnies de disques avaient tellement d'argent qu'ils pouvaient se payer des grosses sessions d'enregistrement avec des cuivres, des arrangeurs, puis... Et ça paraît aujourd'hui, quand on écoute ces chansons-là, sont tellement produites, tellement bien produites. Alors voilà, sur la même longueur d'onde, c'est un peu peut-être la mission que s'était donnée Alex Gagnon, sans nous le dire tantôt, pour son essai, qu'on essaie, dans le fond, de mieux débattre, pour avoir une meilleure conversation collective, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Bonne semaine tout le monde, on se retrouve très, très, très bientôt.